Cette plante contient 5 fois plus de vitamine C que les préparations pharmaceutiques les plus vendues. Et pourtant, elle pousse littéralement sous vos pieds, souvent foulée, insultée, arrachée comme un déchet. Bienvenue dans l'impossibilité biologique que personne n'a voulu vous expliquer. L'ortie. L'ortie commune des steppes et des lisières humides d'Ukraine, de Biélorussie ou du Kazakhstan, que les anciens appelaient l'herbe de fer, possède un secret enterré sous l'asphalte. Urtica dioica, son nom latin, cache en elle un paradoxe insupportable pour notre époque mécanisée. Cette mauvaise herbe contient jusqu'à 480 mg de vitamine C pour 100 g de feuilles fraîches, 2 fois plus de fer que les épinards industriels, et un profil d'acides gras oméga 3 et 7 que même les supermarchés n'oseraient comparer sur l'étiquette. Pourtant, le monde moderne la rejette, comme si la nature n'avait pas le droit d'être plus généreuse qu'une usine. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que l'ortie n'a pas toujours été cette ombre piquante au bord des routes. Dans l'Égypte ancienne, elle était récoltée pour apaiser les inflammations et soutenir les soldats dans les campagnes lointaines. Dans l'Empire romain, les légionnaires frottaient leurs membres avec Urtica dioica pour activer la circulation sanguine pendant les marches dans les territoires du Nord. Mais l'archive la plus bouleversante vient des terres de l'espace post-soviétique. En 1942, lors du siège de Leningrad, lorsque la nourriture se faisait plus rare que la lumière du jour, l'ortie devint un aliment de survie. Les habitants l'accueillaient dans les fossés gelés, la faisaient bouillir pour en faire des soupes vertes qui évitaient le scorbut et maintenaient les enfants en vie. Un simple buisson piquant, considéré comme un déchet botanique, a aidé une ville assiégée à résister. Urtica dioica ne poussait pas dans les jardins bien peignés, elle poussait dans les ruines, dans les interstices, dans les failles où la civilisation avait cédé. Elle prospérait là où tout le reste mourait. Ce que les anciens savaient intuitivement, que cette plante était un trésor, le monde moderne l'a oublié, conditionné à confondre simplicité et inutilité. Car voici la révélation scientifique qui dérange. Une poignée d'ortie fraîche apporte plus de vitamine C qu'une orange importée, 3 fois plus de chlorophylle que le kale vendu 12 € la barquette, et un cocktail de flavonoïdes capable de réduire l'inflammation plus efficacement que de nombreux anti-inflammatoires en vente libre. Impossible ? Non. Impossibilité biologique seulement pour ceux qui pensent que la santé doit sortir d'un laboratoire. Urtica dioica fixe l'azote atmosphérique grâce à ses symbioses microbiennes, transformant un sol pauvre en une centrale biochimique. Ces feuilles fonctionnent comme des panneaux solaires miniatures. En capturant la lumière, elles synthétisent des composés antioxydants que votre corps reconnaît mieux que n'importe quelle pilule. Voici le conflit central. L'ortie est trop parfaite, trop accessible, trop gratuite. La nature ne peut pas être brevetée, et c'est précisément pour cela qu'elle disparaît des rayons. Pourquoi Big Pharma vous vendrait-elle une capsule de fer à 19,99 € si l'ortie en contient naturellement sous une forme mieux absorbée? Pourquoi Big Ag investirait-elle dans les cultures qu'on peut cueillir gratuitement derrière une clôture en bois? La réponse est simple. L'économie n'a aucun intérêt à promouvoir ce qui échappe à son contrôle. L'ortie ne leur rapporte rien. Elle ne nécessite ni engrais, ni pesticides, ni machines, ni semences hybrides. Elle fait effondrer le modèle entier. Secret botanique, trésor historique, super-aliment post-soviétique, Urtica dioica n'a qu'un défaut. Elle ne rapporte rien à ceux qui voudraient vous vendre la santé en abonnement mensuel. C'est pour cela qu'on vous a répété qu'elle était une mauvaise herbe. Maintenant que vous connaissez le mensonge, voici comment la reconnaître. Tige dressée, quadrangulaire, fibres solides comme du lin, feuilles opposées, en forme de cœur allongé, dentées comme une lame ancienne. Racines traçantes, blondes, fines et puissantes. Et bien sûr, ses poils urticants, véritable chef-d'œuvre de nano-ingénierie végétale. De minuscules seringues de silice qui injectent acide formique et histamine à la moindre pression. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Cru en pesto vert sombre, bouilli dans une soupe traditionnelle slovaque, fermenté pour booster son microbiome, ou même séché pour des infusions qui nettoient le foie et renforcent le sang. L'ortie ne demande aucune technologie. Seulement le courage de regarder une mauvaise herbe et d'y voir un héritage.
Parce qu'au fond, se tourner vers Urtica dioica, c'est se tourner vers nos racines, vers une indépendance que personne ne peut marchandiser. Un rappel que la survie ne vient pas des étals brillants, mais de ce qui pousse en silence, juste à portée de main. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. On dit que certaines plantes mentent sur leur vraie nature. L'ortie, elle, fait l'inverse. Elle dit la vérité trop fort, trop clairement. Et c'est pour cela qu'on cherche à la faire taire. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'Urtica dioica n'est pas seulement une survivante des terrains vagues, mais un organisme tellement sophistiqué que sa présence seule suffit à révéler la santé d'un sol. Une plante que les anciens Slaves respectaient comme une alliée, que les villages d'Ukraine accrochaient sur les portes lors de la Kupala pour éloigner les maladies, et qui pourtant est devenue, dans l'imaginaire industriel moderne, un simple obstacle à éradiquer avec un pulvérisateur. Mais l'histoire refuse d'être effacée. Pour comprendre la puissance secrète de l'ortie, il faut remonter bien plus loin que les laboratoires, remonter aux archives humaines, là où l'instinct de survie n'avait pas encore été remplacé par la dépendance aux chaînes logistiques. Pendant les grandes famines du XIXe siècle dans les campagnes biélorusses, Biélorussie, l'ortie fut l'un des rares végétaux encore capables de pousser dans les sols lessivés par les pluies acides des orages d'été. Les paysans la récoltaient à pleine brassée, la mélangeaient à la farine de seigle pour confectionner des galettes vert sombre qui empêchaient les enfants de sombrer dans la dénutrition. Durant la Première Guerre mondiale, les hôpitaux militaires improvisés sur le front de Galicie utilisaient des compresses d'ortie pour stopper les hémorragies mineures. Les fibres d'Urtica dioica, riches en silice et en lignine, absorbaient le sang plus rapidement que les pansements de coton. En Russie, dans certaines régions reculées, l'ortie était surnommée « la plante du dernier hiver », celle dont on dépend quand tout le reste a disparu. Mais voici ce qui rend l'affaire encore plus étrange. Tout ce savoir ancestral s'aligne parfaitement avec ce que la science moderne vient seulement de redécouvrir. Analyse après analyse, les chiffres défient les produits industriels. Pour 100 grammes de feuilles fraîches, l'ortie offre environ 750 mg de calcium, oui, plus que le lait. Jusqu'à 8 mg de fer biodisponible, plus que la plupart des comprimés de fer qui constipent plus qu'ils ne nourrissent. 500 mg de chlorophylle, un taux que les poudres superfood tentent d'imiter artificiellement. Un complexe de vitamines A, K, E et du groupe B, dont les proportions semblent avoir été calculées par un ingénieur moléculaire. Mais l'ortie n'a pas été conçue par un ingénieur. Elle a été perfectionnée par 30 millions d'années d'évolution, ce que même Big Pharma ne peut imiter. C'est là que le conflit se révèle. L'ortie ridiculise les suppléments modernes. Elle montre qu'un végétal gratuit, piquant et méprisé peut surpasser des pilules vendues 29,99 €. Ce n'est pas une mauvaise herbe, c'est une impossibilité biologique pour l'industrie. Un rappel que la santé réelle ne peut pas être mise en boîte. Et si son efficacité dérange, ce n'est pas uniquement à cause des vitamines. L'ortie fonctionne comme une véritable machine biochimique. Sa teneur en acides gras oméga 3 dépasse souvent celle de certains poissons d'eau douce. Elle contient aussi de l'acide shikimique, un précurseur utilisé en pharmacologie pour des médicaments antiviraux. Ses racines, quant à elles, sont riches en lignane, capables de moduler les hormones masculines et d'améliorer le fonctionnement de la prostate. Aucun comprimé synthétique ne peut offrir une telle polyvalence sans effet secondaire. Et pourtant, où sont-elles dans les rayons ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'étagère entière consacrée à Urtica dioica ? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Parce qu'un champ d'ortie vaut moins qu'une usine de compléments alimentaires. Parce qu'une plante que chacun peut cueillir gratuitement dans un vallon du Kazakhstan ou le long d'une rivière biélorusse ne génère aucun retour sur investissement. Big Ag préfère investir dans le soja, qu'elle peut breveter, transformer, exporter, assurer. Big Pharma préfère vous vendre des molécules isolées plutôt que de reconnaître qu'une décoction traditionnelle peut parfois faire mieux. Le silence autour de l'ortie n'a rien de mystérieux, il est économique. Maintenant, voici ce que le terrain lui-même révèle. Pour identifier l'ortie, il faut regarder ses tiges d'abord, droites, à section carrée, légèrement velue. Si vous passez le doigt, doucement,
Vous sentirez les aiguillons siliceux orientés vers l'extérieur, prêts à injecter leur minuscule cocktail irritant. Les feuilles, vert foncé, opposées, sont dentées comme une scie ancienne, avec une texture légèrement rêche. Les racines, longues, fines, presque dorées, s'étendent à l'horizontale sous la terre, formant un réseau qui retient le sol comme une armature naturelle. Ce système racinaire est si ingénieux que certains ingénieurs en environnement s'en sont inspirés pour stabiliser les berges de rivières. Quant à l'utilisation culinaire, elle est presque trop simple pour paraître sérieuse. Une fois blanchies 3 secondes, les feuilles perdent leur pouvoir urticant et se transforment en un légume tendre, parfumé, profondément vert. En Ukraine, on en faisait le zeliony borscht, une soupe capable de réveiller les morts. Au Kazakhstan, on l'a séchée pour l'hiver, puis on l'a mélangée au lait fermenté pour un breuvage fortifiant. En Russie, les villageois en faisaient même des kvass médicinaux, de véritables probiotiques naturels. Et pour les plus pressés, mixée crue avec du citron et de l'eau, elle devient un smoothie plus riche en vitamines que n'importe quel jus à 6 €. Ce qui nous ramène à l'idée centrale. Ce n'est pas une plante, c'est un avertissement. L'ortie prouve que nous avons laissé le système nous voler notre souveraineté nutritionnelle. Nous avons oublié que la santé n'a pas besoin de publicité, seulement de connaissance. Une connaissance qui a failli disparaître, enterrée sous l'asphalte, étouffée par l'odeur du plastique et des néons des supermarchés. Mais elle revient, elle repousse, elle attend. Parce que l'ortie, Urtica dioica, n'a jamais eu besoin de notre permission pour renaître. Elle nous tend la main, comme elle l'a fait pour les peuples affamés du passé, pour les soldats blessés, pour les familles oubliées des campagnes de l'Est. Et si nous la comprenons à nouveau, peut-être que nous redeviendrons capables de voir ce que la Terre offre sans rien demander en retour. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Voici où l'histoire bascule définitivement dans ce que beaucoup appelleraient une impossibilité biologique. Une plante que l'on maudit pour son contact brûlant, mais dont la composition interne ressemble davantage à un laboratoire pharmaceutique miniature qu'à une mauvaise herbe. Urtica dioica n'est pas seulement un vestige des traditions rurales de l'espace post-soviétique, c'est un organisme qui défie ouvertement les lois économiques modernes. Et ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que ses propriétés les plus puissantes ne sont même pas celles que l'on évoque habituellement. Parce que derrière les vitamines et les minéraux se cache un arsenal métabolique que les anciens connaissaient par instinct, mais que la science n'a commencé à comprendre qu'au XXIe siècle. Prenons l'un des secrets les mieux enfouis, la présence d'acides aminés essentiels dans des proportions qui rivalisent avec certaines sources animales. L'ortie contient jusqu'à 9 des 10 acides aminés essentiels dans ses jeunes feuilles, un fait qui aurait été considéré comme un miracle nutritionnel au temps où les populations rurales d'Ukraine manquaient cruellement de protéines durant les disettes du début du XXe siècle. À cela s'ajoute une concentration inhabituelle d'acide gamma-linolénique, un acide gras rare que les industries vendent aujourd'hui dans des gélules issues de plantes exotiques, alors que la vieille ortie du fossé en produit gratuitement. Chaque feuille d'Urtica dioica agit comme un panneau solaire microscopique qui convertit la lumière en molécules protectrices, flavonoïdes, polyphénols, caroténoïdes, acide caféique, quercétine. Des mots parfois complexes, mais dont le mécanisme est simple. Ils neutralisent les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent vos cellules. La nature a inventé l'antioxydant avant que Big Pharma n'apprenne à le mettre en poudre. Et l'ironie est totale. Ces mêmes molécules, autrefois ingérées dans les soupes de campagne, sont aujourd'hui vendues en complément à 40 € la boîte. Ce n'est pas tout. L'ortie possède une capacité unique à fixer les minéraux du sol grâce à un réseau racinaire dense qui fonctionne presque comme un système de filtration. Elle extrait le magnésium, le fer, le zinc et le transforme en forme biodisponible pour l'organisme humain. Ce que les nutritionnistes appellent biodisponibilité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle votre corps peut absorber un nutriment, atteint avec l'ortie des niveaux que les compléments synthétiques n'approchent même pas. Cela explique pourquoi, durant la Seconde Guerre mondiale, dans les hôpitaux improvisés du front de l'Est, on administrait des décoctions concentrées d'ortie aux soldats souffrant d'anémie sévère. Une poignée de feuilles bouillies dans l'eau produisait un liquide vert sombre, capable de relever en quelques jours des hommes qui n'avaient pas mangé correctement depuis des semaines. Pendant que les usines peinaient à produire des médicaments,
les infirmières se tournaient vers ce que la terre offrait librement. Ce n'était pas du folklore, c'était une stratégie de survie fondée sur une efficacité biologique mesurable. Et si l'on traverse les siècles, on retrouve ce même motif partout. Dans les chroniques de la Russe médiévale, l'ortie apparaît comme ingrédient principal de potions utilisées pour soigner les infections cutanées. Dans les villages des Carpates, on enveloppait les articulations douloureuses dans des compresses d'ortie chauffées pour apaiser les rhumatismes. En Sibérie, les chasseurs préparaient des infusions à base de racines pour renforcer leur système immunitaire avant de partir dans la taïga glacée. Même les fibres d'ortie servent d'archives historiques. Textiles, cordages, filets. Durant les pénuries de 1917 en Russie, on en tissait des uniformes. Oui, des uniformes. Un déchet végétal devenait un tissu résistant, respirant, isolant. La plante que l'on accuse aujourd'hui de n'être qu'une nuisance a littéralement habillé des armées. Mais venons-en à la révélation scientifique contemporaine, celle qui fait trembler l'industrie. L'ortie contient des lectines et des lignanes capables d'interagir directement avec le microbiome intestinal. Là où les compléments alimentaires tentent d'apporter des bactéries externes, souvent inefficaces car détruites dans l'estomac, Urtica dioica nourrit les bactéries bénéfiques déjà présentes. Elle optimise ce que la nature a construit, au lieu de chercher à le remplacer. Une simple portion quotidienne de feuilles fraîches agit comme un catalyseur métabolique. Digestion améliorée, meilleure absorption du fer, réduction des inflammations intestinales. Les études sur le terrain montrent que les populations rurales consommant régulièrement de l'ortie avaient moins de troubles digestifs que les urbains dépendant d'aliments raffinés. Et c'est précisément ici que surgit ce que j'appelle le complot économique naturel, celui qui ne nécessite aucun méchant dans l'ombre, seulement un système qui déteste ce qui ne lui rapporte rien. Quelle entreprise pourrait accepter que vous remplaciez ses produits par un végétal gratuit ? Comment Big Pharma pourrait-elle breveter une plante utilisée depuis des millénaires et dont la formule chimique appartient au domaine public ? Comment Big Ag pourrait-elle contrôler une ressource qui pousse sans engrais, sans pesticides, sans tracteurs, sans irrigation artificielle ? C'est simple, elle ne le peut pas. L'ortie échappe au système, donc le système la déclare indésirable. Cette logique est tellement enracinée dans notre culture que beaucoup de gens ignorent même qu'ils ont un super aliment littéralement à moins de 10 mètres de leur porte. Et c'est peut-être là que le secret enterré sous l'asphalte devient le plus évident. Si les villes ont recouvert la terre de béton, ce n'est pas parce que la nature y était stérile, c'est parce qu'elle y était trop généreuse, trop disponible, trop libre. Alors pour ceux qui veulent renouer avec cette générosité, voici un guide simple. Pour identifier l'ortie au printemps, cherchez les jeunes pousses d'un vert vif avec une texture légèrement translucide. En été, les feuilles deviennent plus épaisses, plus foncées, prêtes à la récolte pour les infusions. À l'automne, les racines sont à leur pic nutritif, riches en polysaccharides et en lignanes, idéales pour des décoctions tonifiantes. Côté préparation, tout dépend de l'usage. Cru et finement haché dans une salade pour un apport maximal en vitamine C, bouilli pour apaiser le système digestif, fermenté pour renforcer le microbiome, séché pour créer une réserve hivernale d'antioxydants. Chaque méthode révèle un chapitre différent du livre qu'est Urtica dioica. Une plante, un manuel de survie. Un végétal, une bibliothèque moléculaire. Une mauvaise herbe, un mensonge culturel. L'ortie est un rappel puissant. Nous n'avons pas perdu la connaissance, on nous l'a retirée. La bonne nouvelle, vous pouvez la reprendre. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Dans cette 4e archive, nous allons soulever une couche du récit que peu de gens osent regarder. Car l'ortie, Urtica dioica, n'est pas seulement un super aliment oublié, c'est un miroir. Un miroir qui renvoie à la fois la décadence de nos systèmes modernes et l'ingéniosité perdue de nos ancêtres. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'à chaque fois que vous voyez une ortie pousser entre deux pierres, vous êtes en présence d'un organisme qui a survécu à des empires, des famines, des guerres et des extinctions silencieuses. Une plante qui n'a jamais cessé de fournir ce que la civilisation ne savait plus produire.
Une nutrition complète, sans infrastructure. Dans les campagnes du Kazakhstan, les bergers racontaient autrefois que l'ortie était la plante qui ne demande rien, mais donne tout. Ce n'était pas une métaphore poétique. Une poignée d'orties suffisait à maintenir un troupeau en santé lorsque les steppes étaient frappées de sécheresse. En Russie, les communautés rurales l'utilisaient pour renforcer les animaux avant les longs hivers. Dans les régions reculées de Sibérie, les chasseurs consommaient des décoctions de racines pour supporter le froid extrême, convaincus que l'ortie chauffait le sang. Ce que la science confirmera plus tard, l'effet vasodilatateur léger et l'amélioration de l'oxygénation cellulaire grâce à la haute teneur en chlorophylle. Et c'est ici que l'histoire se tord encore une fois. Ce qui avait été compris empiriquement par des peuples vivant dans des climats extrêmes devient aujourd'hui un secret de laboratoire que l'on essaie de conditionner en capsule. L'ortie contient un ensemble de molécules rarement réunies dans une seule plante. Acide férulique, coumarine, cytostérol, acide phénolique, histamine végétale, mucilage, minéraux sous forme ionique, polyamine. Un inventaire qui ressemble davantage à la fiche technique d'un complément multivitaminé haut de gamme qu'à une feuille sauvage. Mais ce n'est toujours pas la partie la plus dérangeante pour l'industrie. Le point qui dérange, c'est ceci. L'ortie agit sur plusieurs systèmes biologiques simultanément, ce qu'aucun médicament ne peut se permettre sans risque. Elle influence la glycémie, régule l'inflammation, soutient la fonction rénale, favorise l'élimination des toxines, nourrit le microbiome, reminéralise le sang, améliore la circulation, renforce les fibres musculaires et accélère la synthèse du collagène. C'est un effet domino biologique, une synergie naturelle élaborée par l'évolution et impossible à synthétiser sans altérer les équilibres. Une impossibilité biologique pour l'industrie pharmaceutique qui, elle, doit isoler des molécules pour les vendre séparément. Mais l'ortie, elle, fonctionne comme un orchestre complet, pas comme un solo. Durant les grandes crises alimentaires du XXe siècle, on en a vu la preuve de manière brutale. Dans certaines zones rurales du Kazakhstan, les habitants survécurent aux hivers 1921 et 1933 en remplaçant presque entièrement les légumes absents par de l'ortie séchée. La présence naturelle de silice dans la plante renforçait les os et les dents. Le potassium maintenait l'équilibre hydrique, évitant les œdèmes. Les polyphénols protégeaient les cellules du stress oxydatif lié au froid. Une mauvaise herbe avait assuré la continuité biologique d'une population entière. Pourtant, aujourd'hui encore, la plupart des gens ignorent que l'ortie dépasse largement en nutrition les légumes stars des rayons bio. Comparons. 100 g d'épinards apportent environ 28 mg de vitamine C. 100 g d'ortie en apportent jusqu'à 480 mg, soit 17 fois plus. Lequel, considéré comme un super aliment, contient environ 45 mg de calcium pour 100 g. L'ortie en offre plus de 750 mg. L'amande, présentée partout comme source de magnésium, en contient environ 270 mg pour 100 g. L'ortie, près de 600 mg. La spiruline, vendue à prix d'or pour sa chlorophylle, atteint 1% de son poids total. L'ortie dépasse parfois 4%. Une seule plante ridiculise la plupart des superfoods modernes. Alors pourquoi, malgré cette supériorité écrasante, l'ortie n'a-t-elle pas envahi les rayons des supermarchés? Parce que l'ortie n'est pas rentable. Elle pousse gratuitement, partout, sans irrigation programmée, sans engrais, sans contrôle génétique. Elle ne nécessite aucun brevet, aucune chaîne de production, aucun marketing. Vous ne pouvez pas créer un abonnement mensuel autour d'une plante que n'importe qui peut cueillir dans un parc. Big Ag ne peut pas contrôler une plante qui refuse d'obéir aux logiques de monoculture. Big Pharma ne peut pas monétiser durablement une molécule que l'on trouve fraîche dans un simple fossé. Voilà le vrai complot économique. Un système bâti pour transformer chaque besoin humain en marchandise ne peut pas tolérer une ressource qui échappe à la marchandisation. Une plante qui offre gratuitement ce que l'industrie tente de vendre sous forme de poudre, pilule ou granulés. Mais l'ortie, elle, ne se plie jamais. Elle traverse l'histoire, les climats, les régimes politiques. Lorsqu'on la coupe, elle repousse. Lorsqu'on la brûle, elle renaît. Lorsqu'on la piétine, elle se renforce. C'est une insulte vivante au dogme industriel selon lequel la nature doit être contrôlée. Maintenant, parlons d'identification et d'usage, car si l'ortie est un trésor, encore faut-il savoir le récolter.
Les jeunes pousses, au début du printemps, sont les plus riches en vitamine C et en chlorophylle. Leur couleur est presque translucide, comme si la lumière traversait leurs fibres. Les feuilles du milieu de la tige sont idéales pour les soupes et les sautés. Les feuilles supérieures, plus tendres, se prêtent bien au pesto et au smoothie. Les racines, récoltées d'octobre à novembre, concentrent les lignanes utiles au système hormonal masculin et au drainage rénal. Une simple décoction de racines, bouillie 10 minutes, produit un liquide ambré utilisé depuis des siècles dans les villages kazakhs pour traiter les inflammations. Quant aux graines, petites, dures, brillantes, elles étaient autrefois considérées comme le café du pauvre dans certaines zones rurales russes. Séchées puis légèrement torréfiées, elles produisaient une boisson énergisante qui stimulait la vitalité et augmentait l'endurance. Aujourd'hui, certains herboristes les vendent comme toniques adaptogènes. Encore une fois, la nature avait déjà inventé ce que l'industrie redécouvre en retard. À ce stade, la question n'est plus « pourquoi l'ortie est-elle si puissante ?», mais « pourquoi l'avons-nous oubliée ?» La réponse est simple. L'industrialisation a effacé tout ce qui n'était pas vendable. Les savoirs populaires ont été ridiculisés. Les plantes médicinales ont été remplacées par des équivalents synthétiques. Et nos corps, affaiblis par les aliments raffinés, ont oublié ce que signifiait se nourrir réellement. Pourtant, l'ortie attend toujours. Elle pousse dans les ruines, dans les jardins abandonnés, le long des chemins où personne ne regarde. Elle est la preuve silencieuse que l'abondance existe en dehors du système. Une plante qui fait vaciller tout le récit du progrès alimentaire. Une plante qui dit « tu n'as jamais eu besoin d'eux pour survivre ». Et c'est précisément pour cela qu'elle est dangereuse. Pas pour la peau, mais pour les structures de pouvoir. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Il existe des vérités tellement simples, tellement évidentes, qu'elles deviennent invisibles dès que le monde se complexifie. L'ortie, Urtica dioica, fait partie de ces vérités. Une plante que l'on a entourée d'un nuage de mépris culturel pour mieux masquer ce qu'elle représente réellement. Un modèle biologique d'indépendance totale. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que l'ortie n'a jamais eu besoin de nous. C'est nous qui avons eu besoin d'elle à chaque effondrement, chaque famine, chaque rupture du système. Lorsque les chaînes d'approvisionnement modernes se brisent, ce sont toujours les plantes primitives qui prennent le relais, et aucune ne rivalise avec l'ortie pour ce rôle. Durant les famines du début du XXe siècle en Ukraine, les villages entiers survécurent grâce à ce que les botanistes appelleront plus tard une superposition nutritive. Ce mot compliqué signifie simplement ceci. L'ortie compense simultanément plusieurs carences. Fer, calcium, magnésium, vitamine C, A, K, protéines végétales, acides aminés. Elle nourrit, purifie, minéralise, renforce. Dans les témoignages conservés dans les archives rurales, on raconte qu'il suffisait de 2 bols de soupe d'ortie par jour pour empêcher les enfants de glisser vers la dystrophie. C'était l'aliment des temps d'effondrement, l'aliment des sièges, l'aliment des hivers trop longs. Pendant la Grande Guerre patriotique, les infirmières des hôpitaux mobiles utilisaient les feuilles fraîches comme hémostatiques et les racines broyées comme anti-inflammatoires. Une armée entière, affaiblie, affamée, soutenue par une plante que personne n'aurait osé vendre en pharmacie. Mais si l'idée d'épisode où l'ortie a sauvé des vies, c'est la biologie moderne qui révèle pourquoi. L'ortie possède ce que les scientifiques nomment une signature adaptative extrême, une capacité à ajuster sa production de molécules en fonction des stress qu'elle subit. Lorsque le sol est pauvre, elle augmente sa teneur en minéraux. Lorsque le climat devient rude, elle renforce sa concentration en polyphénols antioxydants. Lorsque l'exposition lumineuse diminue, elle modifie sa synthèse chlorophyllienne pour maintenir son efficacité. Aucun légume cultivé industriellement n'a cette faculté. Les tomates, les laitues, les épinards de supermarché sont dépendants de conditions contrôlées. L'ortie, elle, se renforce du chaos. Voilà ce qui dérange le plus. Sa robustesse insulte directement la fragilité des cultures industrielles. Pourquoi vendre 300 grammes de légumes hors sol, cultivés sous serre, transportés sur 2000 km, emballés dans du plastique, s'il existe une plante locale, gratuite, plus riche, plus stable, plus biodisponible? La réponse économique est évidente, parce qu'on ne peut pas posséder l'ortie. On ne peut pas la transformer en marque, en abonnement, en produit dérivé. La nature ne se laisse pas monétiser lorsqu'elle est trop efficiente.
Ce n'est pas un hasard si l'ortie ne figure jamais dans les publicités alimentaires. Ce n'est pas un hasard si Big Pharma préfère vendre des compléments de fer aux effets secondaires désagréables, alors que 100 grammes d'ortie contiennent un fer mieux absorbé grâce à la vitamine C naturellement présente. Ce n'est pas un hasard si Big Ag investit dans des monocultures subventionnées plutôt que dans la valorisation des plantes spontanées. Les profits ne poussent pas dans les fossés, les profits poussent dans les serres. Et l'ortie n'a jamais voulu entrer dans une serre. Maintenant, parlons de son fonctionnement interne, car c'est ici que la plante dévoile son architecture la plus fascinante. Le secret de l'ortie réside dans la structure microscopique de ses poils urticants. Ces aiguillons, construits en silice, fonctionnent comme de minuscules seringues capables d'injecter une combinaison exacte d'acide formique, de sérotonine, d'histamine et d'acétylcholine. Une piqûre d'ortie, malgré son inconfort bref, augmente localement la circulation sanguine, stimule la réponse immunitaire et active la libération d'endorphines. Les guérisseurs traditionnels utilisaient volontairement cette propriété sous le nom d'urtication, fouetter légèrement les zones douloureuses pour soulager l'arthrite, stimuler les muscles affaiblis, accélérer la récupération. Aujourd'hui, cette technique semble barbare, mais en réalité, elle repose sur un principe physiologique encore étudié, la micro-inflammation contrôlée qui réactive les systèmes réparateurs du corps. L'ortie agit donc comme un professeur de biologie vivant. Elle enseigne la résilience cellulaire, elle enseigne l'adaptation, elle enseigne la guérison. Et tout cela gratuitement. Voici l'autre secret enfoui. L'ortie modifie les sols dans lesquels elle pousse. Ses racines libèrent des composés capables de restructurer les sols compactés, d'enrichir la microfaune, de restaurer les écosystèmes appauvris. Dans certains villages du Biélorussie, on transplantait volontairement des touffes d'ortie pour réanimer les potagers détruits par des saisons trop sèches. Après 1 an, on arrachait l'ortie et le sol transformé pouvait accueillir des cultures exigeantes. Ce rôle de plante réparatrice est soigneusement effacé des livres modernes, car il démontre que la nature n'a jamais eu besoin d'engrais chimiques pour fonctionner. Elle a seulement besoin d'espèces robustes qui ouvrent la voie. Parlons maintenant de son usage culinaire, car l'ortie ne se contente pas de nourrir, elle sublime. En smoothie, elle surpasse la plupart des poudres vertes vendues en magasin bio. En soupe, elle produit un goût profond, terreux, qui rappelle les bouillons d'autrefois. En fermentation, elle développe des propriétés probiotiques comparables à celles du kimchi ou de la choucroute. En infusion, elle devient un tonique global, chaud, minéralisant. Les graines, rarement mentionnées, sont un trésor oublié, adaptogènes, stimulantes, protectrices du foie. Les racines, quant à elles, sont un remède traditionnel contre les troubles de la prostate, un domaine où même la médecine moderne reconnaît son efficacité. Pourtant, tous ces bienfaits ont été invisibilisés. Pourquoi ? Parce qu'une plante qui peut tout faire n'a pas besoin d'une industrie. Parce qu'une plante qui pousse sans maître fait peur à ceux qui vivent de dépendance. Parce qu'une plante qui guérit trop bien remet en cause le modèle économique de la maladie chronique. L'ortie n'est pas une mauvaise herbe. C'est un rappel violent que nous sommes devenus dépendants d'un système qui ne nous nourrit plus vraiment. Elle nous dit « La force ne vient pas du marché, elle vient du sol ». C'est pour cela que ce récit n'est pas seulement botanique, il est philosophique. Regarder l'ortie, c'est regarder notre propre histoire, notre propre fragilité, notre propre oubli. Et c'est comprendre que la souveraineté commence par une plante que l'on peut cueillir soi-même. La conclusion est simple. Récupérer l'ortie, c'est récupérer une part de notre autonomie biologique, une part de notre mémoire, une part de notre liberté. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt.